Cassandre, fille du roi et de la reine de Troie, était si belle qu'Apollon en tomba fou d'amour. Prêt à tout pour la posséder, le dieu des arts, de la lumière et de la beauté masculine lui promit un don, celui de deviner l'avenir. Mais après avoir reçu le cadeau d'Apollon, Cassandre se refusa finalement à lui. Le dieu est furieux, mais il parvient à lui arracher un baiser dont il profite pour lui cracher dans la bouche. La jeune femme est maudite. Si elle conserve son don, personne ne croira jamais une seule de ses prédictions. Gabrielle est un peu sa propre Cassandre. Son corps lui parle, la prévient que quelque chose ne va pas, lui envoie des signaux qu'elle ne sait pas interpréter, jusqu'à ce qu'elle découvre que certaines prophéties ont bien tendance à se réaliser. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert, épisode 319, un témoignage recueilli par Myrène Garicoechea. Je grandis dans les années 90, dans la campagne, à 1 heure de Lyon environ, avec mon grand frère, ma grande sœur et mes parents. On a une très grande maison, très belle. Je grandis avec la BD qui s'appelle Les Triplés, avec des enfants très blonds, des petits bandeaux dans les cheveux, qui sont bons à l'école mais qui font des bêtises, et je suis exactement comme ça. Je suis très blonde, j'ai un petit bandeau dans les cheveux, je sais lire avant tout le monde, je fais du piano, de la danse classique, tout ce qu'on attend de moi dans la petite famille parfaite de bourgeois de province. Quand je pars en vacances avec ma famille, on part parfois avec mes cousins, et je remarque le matin que chaque matin, ils embrassent leurs parents. Et moi, ça me provoque une sensation assez étrange parce que ça me dégoûte complètement d'imaginer embrasser mon père. Je sens que c'est différent, qu'on n'a pas les mêmes ressentis, que je n'ai pas en tout cas la même proximité que j'ai avec mes parents vis-à-vis de mes amis, de mes cousins, des autres membres de ma famille. À mes 4 ans, pour l'un de mes anniversaires, un de mes amis m'offre un carnet avec un cadenas, et comme je sais déjà écrire, j'en profite pour écrire des secrets. J'écris notamment que mon père est un boulet, je fais des têtes de mort, je dis que ma mère est folle. J'en profite pour vraiment déverser un peu tout ce que je ressens et que je peux pas exprimer dans ma famille. Chaque nuit, quand je m'endors, je repense à ma journée, mais je pense surtout à mon enterrement, à ce que les gens diront à mon enterrement. Je pense aux gens que j'ai rencontrés, que j'aime, que j'ai envie de remercier, dont je suis reconnaissante. Et j'imagine ce qu'ils pourraient dire de moi à mon enterrement. J'imagine une grande prairie avec les gens qui viennent pour me dire au revoir. J'imagine qu'ils liraient ce que j'écris. Ce rituel, je le fais tous les soirs comme un réflexe. Si je passe une bonne journée, je suis très nostalgique presque le soir en imaginant mon rituel, les personnes à qui j'ai pas eu le temps de dire que je les aimais parce que je les connais pas assez et que je pourrais pas les inviter à mon enterrement. Si la journée a été difficile, ça me réconforte presque de penser à mon enterrement et à la fin. Je suis convaincue que je vais mourir jeune. J'ai la sensation que je passerai pas 30 ans. Je suis en très bonne santé. Par contre, il est vrai de dire que je suis malade, je vomis dès que je prends la voiture. Ça devient un peu une blague auprès de ma famille ou des amis, parce que je vomis à la plage, je vomis en voiture, je vomis pour aller à la danse, je vomis pour un trajet de 3 minutes, et donc on commence à se dire, à chaque fois que je vomis: «Ah tiens, c'est rigolo, celle-là, tu l'avais pas encore faite». C'est un peu un running gag comme, Martine à la plage, moi je vomis partout. Très jeune, à 4 ans, on a une sortie de prévue. Personne n'a envie de m'avoir dans sa voiture. Personne n'a envie que je sois super cool à l'arrière du monospace parce que je vais être malade nécessairement. Et donc on se bataille un peu. Finalement, j'obtiens gain de cause et puis finalement je vomis. Et tous mes amis s'amusent de savoir ce que j'ai mangé, rigolent de la situation, et j'ai un peu honte. Et puis finalement, c'est pas si grave parce que je finis par m'en remettre, parce que j'ai l'habitude, parce que ça fait rire les autres, et donc je prends sur moi. À l'école primaire, les vomissements continuent lors de voyages, mais ça ne m'handicape pas spécialement, je suis toujours en bonne santé.
À 10 ans, je ne ressens pas d'affection pour mon père. Le contact avec lui peut même me dégoûter, je me sens pas proche de lui du tout et je le vois rarement et j'aime mieux être loin de lui. Je le vois surtout quand on est en vacances. C'est assez désagréable de le voir parce qu'on se dispute tous beaucoup. À la plage, il critique le corps des femmes, il nous compare beaucoup, il compare mon corps avec celui de femmes adultes. Regardez la grosse vache, elle a un gros cul, tu vas lui ressembler. Regarde un peu ta sœur, elle au moins elle se bouge. Regarde, elle a pas des grosses formes comme toi. Un truc comme ça. Ma mère entend, parfois ça l'agace un peu, mais elle en rigole ou elle dit que c'est un boulet un peu agacé et c'est comme si c'était quelque chose de léger. Un été, on part en Corse et sur la plage, on a eu une grosse dispute familiale et je décide d'avancer vers l'eau sans m'arrêter en me disant que je ne m'arrêterai plus et qu'une fois que je serai sous l'eau, ce sera mieux. Finalement, je ne peux pas aller sous l'eau puisque mon frère me rejoint, m'arrête et essaye de me réconforter. Quand je rentre de vacances, je raconte à mes copines que les vacances étaient nulles, que mes parents, vont sûrement divorcer et je reprends, l'école, normalement. Je ne parle pas de ce qui s'est passé avec l'eau, je dis juste que c'était des disputes, je ne dis pas que j'ai voulu mourir. Je pense toujours, lorsque je m'endors, à mon enterrement et je commence à découvrir le montage. Je fais des montages photos, vidéos et maintenant quand je m'endors, je réfléchis au montage que je fais. Quand je fais les montages vidéo, je pense au fait que ça pourra être diffusé aussi. Concrètement, je prends ma caméra, je commence à avoir des appareils photos au sein de ma famille, je filme avec un caméscope et puis ensuite sur l'ordinateur familial, je fais des montages que tout le monde apprécie, tout le monde trouve rigolo et moi je pense surtout que ça laissera, un joli souvenir. Personne trouve mes films bizarres parce qu'ils sont pas uniquement centrés sur moi, c'est pas non plus une vidéo, post-mortem et donc tout le monde trouve que c'est sympa et à regarder et sympa que j'ai une passion. On part en voyage en Égypte. Les vacances sont pas forcément extraordinaires et dans l'amour et la joie, mais quand je rentre et que je fais le montage vidéo sur, la bande son d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, le voyage prend une autre dimension. On a l'air heureux, le montage est rigolo, ça fait plaisir à tout le monde et donc j'ai l'impression de pouvoir un peu changer le souvenir ou en tout cas de regarder le passé en trouvant que finalement la vie est belle. Alors que sur les photos, on n'est pas forcément les plus souriants, on n'est pas forcément les plus proches, on n'est pas forcément très heureux. Lorsque mes parents m'annoncent leur divorce, au début, je pense que ça va être pour le mieux et finalement la situation devient encore plus désagréable à la maison. Une fois que le divorce est acté, je suis au lycée, je vis avec ma mère qui sombre complètement dans une dépression, qui a, des troubles qu'on peut sûrement rapprocher de la bipolarité et ça devient très difficile pour moi. Mon frère et ma sœur étant plus grands, je vis seule avec ma mère, ils sont loin et donc je vis dans cette, noirceur, dont je m'imprègne forcément. Il peut y avoir des crises, par exemple, si je rentre et que, j'ai une mauvaise note, on va se disputer, elle va me dire: «Bah, de toute façon, tu vas être heureuse, tu vas bientôt être débarrassée, je vais mourir». Elle va me faire croire qu'elle a un cancer pendant plusieurs mois et en fait, elle n'a rien. Souvent, lors de ces crises, elle, menace de se suicider ou alors elle simule des tentatives de suicide. Elle part très vite en voiture en claquant les portes et en hurlant et elle revient, quelques jours plus tard, sans donner de nouvelles. Évidemment, lorsqu'on se dispute, je ressens une énorme colère, mais une fois qu'elle est partie, je peux pas m'empêcher d'être inquiète pour elle, de demander à tous ses proches des nouvelles, de chercher à savoir comment elle va et donc je suis morte d'inquiétude jusqu'à son retour. Quand je suis au lycée, mais dans cet environnement un peu, triste de dépression où je suis seule avec ma mère, je vomis plus. Je vais voir des médecins et ils me diagnostiquent une dépression et qui expliquerait les vomissements. Les médecins me disent aussi que c'est souvent les filles qui ont mal au ventre, que c'est normal, que je suis sûrement stressée et que c'est hyper courant. Depuis mes 16 ans, j'ai un rapport à la nourriture qui est de plus en plus compliqué puisque, à chaque fois que je me sens triste ou, abandonnée parce que, ma mère part, parce que ça fait à ce moment-là des mois que je n'ai pas de nouvelles de mon père, je me jette sur la nourriture. Je peux manger tout ce qu'il y a dans les placards et s'il n'y a rien, je prends du beurre, du sucre, je le mélange et je vais avec ça. Je ne parle pas de mes troubles alimentaires aux médecins ni à personne, j'en ai trop honte, mais je me dis que ça peut expliquer mes vomissements. Depuis le divorce, mon père se préoccupe encore moins de moi, de mon frère et ma sœur qu'il le faisait avant.
Il me demande même de rendre les clés de la maison dans laquelle j'ai grandi. Il, fait très peu de choses pour nous et le peu de choses qu'il doit faire pour moi, venir me chercher au lycée par exemple, il l'oublie. J'attends pendant des heures sous la pluie et quand enfin il arrive, parce que, je l'ai appelé plusieurs fois, l'ambiance est très compliquée. Je lui demande si je peux partir en vacances et puis il le prend mal. Il pense que je ne pense qu'à l'argent, que je suis une folle, une menteuse. Il m'insulte. Je sors de la voiture puisqu'il me hurle de le faire et on coupe les ponts. Après le bac, je quitte la maison familiale avec ma mère pour, faire mes études, donc pour, rejoindre une ville, la ville la plus proche. À chaque fois que je rentre chez ma mère le week-end, je vomis et je comprends que c'est lié au fait d'être chez ma mère. Je vomis chaque semaine. Je suis très mal, très fatiguée chaque semaine. Je commence à perdre beaucoup de poids. Mon corps change, j'ai moins de tension. Quand je me lève trop rapidement, j'ai des étoiles un peu, le tournis. Et puis, j'ai une tension très basse, je n'ai plus de règles. Je sens que mon corps faiblit. Après quelques mois, les vomissements sont de plus en plus fréquents. C'est plus uniquement les week-ends chez ma mère ou quand je suis en vacances. Ça arrive, de plus en plus, jusqu'à tous les jours. J'arrive de moins en moins à comprendre parce que je vomis même si, je n'ai pas mangé n'importe quoi, même si je n'ai pas bu d'alcool, même si je ne suis pas avec ma mère, même si, je ne pense pas à mon père. Ça arrive tout le temps. Plus je grandis, plus je me détache de, l'influence de ma mère et donc je vais mieux moralement. Pour mes études, je m'installe à Marseille. Je suis heureuse parce que c'est extrêmement loin de là où j'ai grandi. Je ne rentrerai plus les week-ends, je serai beaucoup moins accessible. Je profite de la mer, du soleil, je rencontre plein de gens et je sens enfin que je suis vraiment heureuse. Je commence une licence à Marseille. Le jour de la rentrée, on est dans un grand amphithéâtre. Je suis au milieu de plein de personnes que je viens de rencontrer. Il y a une conférence hyper intéressante, mais je sens que je vais être malade. Je dois me lever très vite, pousser un peu tout le monde dans les rangées et sortir en courant pour, trouver les toilettes les plus proches parce que je vais vomir. Je me demande pourquoi je suis malade comme ça. Je me demande si ça va être comme ça tout le temps et comment je vais faire pour avoir une vie sociale dans ces conditions. Les semaines qui suivent, je continue de vomir très régulièrement et donc je me résous à voir un médecin. Je vois un médecin, je raconte que j'ai déjà rapidement fait un examen et puis finalement on va pas plus loin parce que je suis une fille, parce que c'est souvent comme ça, on a mal au ventre et puis parce que j'étais une enfant qui vomissait beaucoup et que peut-être juste je suis fragile. Je vois 2, 5, 10, 15, 20 médecins, je n'ai même plus le compte, mais à chaque fois j'ai, ou des humiliations ou des réponses qui me font dire qu'en fait c'est dans ma tête. Par exemple, je vois un premier médecin qui, après avoir fait un scanner de mon estomac, me prend à partie dans la salle avec tous les autres patients et m'humilie en me disant: «Qu'est-ce que vous avez mangé? Vous deviez être à jeun». Je l'étais à jeun, mais il ne le voit pas et il me dit que c'est dans ma tête, que je suis boulimique et que c'est normal que je vomisse et qu'il faut pas que je continue à faire des examens alors que le problème vient de moi. D'autres médecins me font plein de remarques. Un gynécologue me dit que ça ira mieux si je tombe enceinte et une fois que j'aurai un enfant. Moi, ça, je ne le comprends pas. Je suis vraiment malade, je suis faible. Je ne pense pas du tout à ça et j'ai du mal à croire que ma vie va continuer comme ça. Un autre me dit qu'il faudrait que je mange des kiwis tous les jours et que c'est sûrement ça le problème. Un autre me dit que le problème vient sûrement du fait que je prends trop de drogue alors que je n'ai jamais pris de drogue. À chaque fois, ça me fait poser beaucoup de questions. Je commence à douter du fait que je puisse vraiment être malade. Je commence à me dire que c'est dans ma tête sans me comprendre. Je me dis qu'il y a un problème avec moi sans le trouver et j'ai surtout très peur d'être comme ça encore, sans pouvoir guérir. Je perds complètement confiance dans le corps médical. J'ai plus du tout envie de prendre des rendez-vous parce que je me sens humiliée, parce que j'ai l'impression d'être, folle et donc j'arrête. À 22 ans, les vomissements sont de
plus en plus fréquent. Je vomis plusieurs fois par jour et donc j'essaye de le cacher autant que possible ou de faire comme si c'était un non-événement. Je vomis et puis je reprends une conversation. La journée, pendant mes cours, il m'arrive de vomir et puis je reprends mes cours. Personne ne le sait. Je suis fatiguée, mais je n'en parle pas parce que c'est devenu un non-événement. Je vomis et puis ça me fait plus rien. C'est comme faire pipi. Donc personne ne le sait. Je suis fatiguée et je n'en parle pas. Je sors le vendredi soir et je mets tout le week-end à m'en remettre parce que je suis trop mal. Ou alors je sors, je date, je vomis en le cachant, personne ne s'en rend compte et je fais comme s'il ne s'était rien passé. J'ai une histoire avec un homme qui s'appelle Adrien, qui est médecin, et je me confie enfin à lui en lui disant que j'ai des problèmes de santé. Le fait qu'il soit médecin et qu'il me considère me fait croire que je pourrais aller mieux, que je peux en parler. On part tout un week-end à la montagne au ski et finalement je suis malade pendant ce week-end. Je suis très fatiguée, mais je continue à faire des efforts pour skier. Je continue à aller au restaurant même si je suis mal. Et malgré ces efforts, malgré le fait de prendre sur moi, il me dira que c'était beaucoup trop pénible de partir avec moi, que j'ai gâché son week-end, que de toute façon, j'ai été un poids pour lui et il m'en voudra. Je lui en veux évidemment, je le quitte pour ça, mais je me sens quand même pas adaptée à la société, pas adaptée au monde et j'ai l'impression que je pourrais jamais avoir une vie normale. Autour de moi, tout le monde sort énormément. Moi, je peux pas me permettre de sortir autant et j'ai peur parce que je sais que je vais être malade. Donc, je me renferme un peu sur moi et j'ai moins de vie sociale que les autres. Je n'arrive même plus à m'alimenter. Toute nourriture solide, je vais immédiatement la vomir. Donc, je me nourris de glaces, de boissons hyper protéinées qu'on donne aux vieux. Je perds tout plaisir à m'alimenter parce que je suis dégoûtée en permanence, j'ai mal en permanence. En pleine nuit, je me réveille avec la sensation d'étouffer parce que je suis en train de vomir et que je me suis, endormie en étant allongée. J'ai très peur et quand enfin je reprends mes esprits, je me dis qu'il faut plus jamais, m'endormir en étant allongée et je m'endors en étant en PLS. Ça m'arrive plusieurs fois, 2, 3 fois, de me réveiller avec du vomi ou en m'étouffant un peu parce que, même quand je suis endormie, je vomis. Certains proches constatent que je suis malade et s'inquiètent, mais ne comprennent pas, pensent que ça peut être dans ma tête. J'ai aussi, des remarques, notamment une remarque, de mon père à qui, je parle plus que très peu, mais qui me dit: «Si vraiment tu étais malade, tu serais pas aussi grosse». Mes amis ont du mal à comprendre ou à se rendre compte que je suis vraiment malade parce que je le cache la plupart du temps ou parce que j'annule tellement de sorties, de soirées au dernier moment parce que je me sens trop mal, qu'ils pensent que ce sont, des excuses, des faux plans et pas une réalité. Ma sœur n'arrive pas à croire que ça peut être, dans ma tête. Elle me pousse à aller, voir 2 médecins et à continuer même si c'est, pénible et difficile pour moi. Un jour, elle entend parler d'un médecin qui a été, très bon avec une de ses amies et me convainc d'aller le voir. Ce médecin me fait une gastroscopie sous anesthésie générale et ça permet de voir vraiment ce qu'il se passe dans mon estomac. Je fais l'examen sous anesthésie générale et à mon réveil, il me tend une photo avec un grand sourire en me disant que ce sera parfait pour, mes dates Tinder. La photo, c'est, ce qui va pas chez moi. Ça montre que mon estomac est bouché, qu'aucun aliment ne peut passer et que j'ai ce qu'il appelle une sténose du pylore. Le pylore, c'est la partie, la fin de l'estomac, la partie qui, permet aux aliments de sortir vers les intestins et moi, c'est sténosé, ça veut dire que c'est complètement bouché. Il y a moins d'1 millimètre qui, permet le passage vers les intestins, c'est, moins qu'un tube d'encre de stylo bille. Sur la photo, on voit que mon estomac est vraiment lacéré, il y a beaucoup de sang. Il m'explique qu'il y a de nombreux ulcères, en fait, dans mon estomac et qu'il s'étonne que je ne me sois pas plainte avant de douleurs de l'estomac. Je suis folle de joie de voir cette, photo parce que je me sens guerrière et surtout parce que je me sens crue et entendue. Je comprends que j'ai enfin, quelque chose, qu'il y a enfin une sortie possible, qu'on va pouvoir peut-être me guérir et que ce sera pas juste quelque chose qui durera toute ma vie ou qui s'arrêtera si un jour j'ai un enfant.
J'ai commencé un travail en région parisienne. Quelques jours après le Nouvel An, je me sens très mal au travail. Ils appellent les pompiers et je me retrouve hospitalisée à Évry. Je reste 15 jours à l'hôpital toute seule à Évry sans avoir d'affaires et puis le médecin me demande ensuite de venir tous les 15 jours pour être hospitalisée et avoir une intervention sous anesthésie générale. Ça ne change absolument rien, je suis toujours aussi malade. J'ai les bras vraiment tuméfiés, je suis très fatiguée et je sens qu'il est de plus en plus difficile pour moi de me réveiller après l'anesthésie générale et même qu'il est de plus en plus difficile pour les infirmières de piquer mes bras. Les médecins ne savent pas exactement quel traitement de faire parce que normalement c'est une maladie qui n'arrive pas à mon âge. On est avec, donc on a ça quand on est tout bébé ou alors on l'a parce qu'on est très vieux et moi je ne rentre pas dans ces catégories-là. Depuis quelques mois, je sors avec Théo que j'ai rencontré sur Tinder. Quand enfin je lui parle de ma maladie, il en parle à sa famille et sa famille est dans le milieu médical, donc il m'accompagne à aller voir une chirurgienne à Montpellier. Il m'hospitalise immédiatement. Je reprends à nouveau toute une batterie d'examens. On prévoit une opération, une intervention qui visera à couper le pylore, celui qui est bouché, donc à me permettre à nouveau de pouvoir m'alimenter. Et finalement, la veille de l'opération, ils rentrent tous dans ma chambre, toute une armée de médecins, et ils me disent que finalement, la tumeur, c'est la première fois qu'ils emploient le mot, est plus grosse que prévu, qu'elle fait 10 centimètres et qu'ils craignent que ce soit un lymphome. Le mot lymphome me fait tout de suite très peur. J'avais prévu d'être opérée et donc guérie le lendemain. Et un lymphome, pour moi, c'est un cancer de la lymphe. J'imagine donc le pire, j'imagine que c'est très grave. Ils ne m'en disent pas plus, ils me disent: «Rentrez chez vous surtout, profitez, c'est pas grave, vous ne vous inquiétez pas, on verra plus tard si c'est réellement un lymphome». Il est déjà 18 heures, je suis à Montpellier, j'habite à Paris. Je me dépêche de prendre un train, mais je ne fais que de pleurer. Je ne sais pas si je dois en parler ou pas, j'ai peur d'inquiéter mes proches. Je ne sais pas si j'ai réellement un risque d'avoir un lymphome ou si c'est une précaution de leur part. Et donc je passe un trajet, très long pour rentrer chez moi, en étant très seule. Une semaine plus tard, sous anesthésie générale encore, ils me font une ponction pour vérifier s'il s'agit ou non d'un lymphome. Et une semaine plus tard encore, j'apprendrai que ce n'est pas un lymphome. Je suis soulagée de ne pas avoir un cancer et je vois enfin possible l'opération qui me permettra de guérir. Au printemps, le grand jour est arrivé, on m'opère enfin pour enlever les 10 centimètres de tumeur. Quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir un couteau dans l'estomac, j'ai une douleur atroce. Il m'explique que je suis sous morphine, mais j'ai du mal à le comprendre parce que je devais déjà avoir un peu de morphine et surtout parce que j'ai trop mal. Après l'opération, je rentre chez ma mère pour la convalescence. Elle me prépare un repas solide et je trouve ça extraordinaire. C'est le meilleur repas que j'ai eu depuis longtemps. C'est une assiette d'haricots verts, vapeur, mais c'est délicieux. J'arrive sur mes 25 ans, je suis guérie et je commence à voir une psy. Lors d'une séance, je me souviens d'une phrase que mon père me répétait systématiquement à chaque repas. Il me disait, parce que je mangeais pas suffisamment ou parce que je finissais pas mes assiettes: «De toute façon, tu vas mourir d'un cancer de l'estomac avant tes 25 ans». Quand cette phrase remonte, j'ai l'impression de ne jamais avoir oublié cette phrase, de l'avoir toujours eue en tête et en même temps, j'avais jamais fait le lien avec ma maladie. Mais tout à coup, je me dis que cette maladie, le fait qu'il me parlait tout le temps de ma mort, le fait que je pensais tout le temps à ma mort, a peut-être créé mes mots. Mes mots MAUX. Dans l'année qui suit l'opération, avec ma psy, on continue à faire le travail d'analyse, à rechercher tout ce que j'ai pu ne pas digérer. Et là, il y a des choses qui prennent sens. Quand à 10 ans, j'ai voulu marcher et m'enfoncer dans l'eau, dans la mer, c'était après que mon père
mais photographié l'entrejambe alors que j'étais en train de pleurer. Sur la photo, je remarque, maintenant que je suis adulte, que j'ai un corps d'enfant sexualisé, alors que mes yeux sont pleins de larmes et rouges. Puis d'autres souvenirs me reviennent. Je me souviens de spectacles de danse que je faisais, et quand on demandait à mon père quelle danse il avait préférée, il parlait de celle avec les petites jupes qui tournaient, qui laissaient voir nos fesses et qui étaient très sexy. Quand j'étais en sixième, alors que je m'endormais, il m'a fait monter à l'ordinateur, la pièce dans laquelle il était, en me disant que c'était très important et très urgent. Et quand enfin je suis arrivée à l'ordinateur, j'ai vu une photo érotique et il me disait: «Mais c'est toi, regarde, c'est toi, on dirait toi», alors que c'était clairement une femme très sexualisée et qui ne ressemblait en rien à l'enfant que j'étais. J'ai un autre souvenir qui remonte, que j'avais jamais oublié et en même temps qui revient de très loin parce que, il était trop violent. Je me souviens de mon corps d'enfant que je vois comme si je n'étais plus dedans. Je me souviens du drap qu'il y avait sur mon lit, du fait que j'étais allongée en culotte et que mon père me crie dessus pour enlever ma culotte, me l'arracher et que je pleure. Je me souviens de sa main, je me souviens de me débattre, je me souviens de la tristesse que je ressens, je me souviens des petites fleurs qu'il y a sur le drap et que je vois. Je me souviens pas de la suite. J'avais 4 ans. C'est à 25 ans que je me rends compte que ce qui s'est passé n'était pas normal. Pendant plusieurs mois, j'ai très honte. J'ai honte, vis-à-vis des autres petites filles qui étaient avec moi à la danse. J'ai honte parce que je suis pas sûre de ce que je ressens. J'ai peur de m'inventer quelque chose. J'ai peur d'extrapoler et de me faire des films. J'ai peur aussi, d'en parler à ma famille parce que, je sais qu'ils ne me croiraient pas. Ce n'est qu'à 28 ans que je comprends qu'il s'agissait de violence, c'est pas juste de petites manies d'un daron un peu relou. Je comprends aussi que quand tous les médecins se demandaient et me disaient que c'était impossible, que je n'ai pas pris de drogue ou que je puisse être malade comme ça, que peut-être, ce sont ces mots et ces actes qui m'ont rendue malade. Je n'ai jamais parlé de ces prises de conscience à mon père. J'en ai parlé à ma mère et au reste de ma famille, mais c'est très tabou. Je suis pas complètement sûre d'être, crue ni entendue et on n'en parle pas. À presque 30 ans maintenant, je sens que mon corps est guéri et mon esprit aussi de plus en plus. Je comprends de plus en plus qui je suis, ce qu'il a pu se passer dans mon corps et ma vie est totalement différente par rapport à il y a 10 ans. Je peux manger, sortir, profiter de soirées avec des amis, je peux voyager sans aucun problème. J'ai même pu voyager en voilier, ce qui était complètement impossible il y a encore quelques années. Mon rapport avec les hommes a changé aussi. J'ai arrêté d'être avec des toxic boys qui me faisaient me sentir mal parce que j'étais malade ou parce que je pouvais être faible et imparfaite. J'ai toujours du mal à être seule, mais je cherche des relations bienveillantes et épanouissantes. Avec tout le recul que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que je n'étais pas folle. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 319, un témoignage recueilli par Myrène Garico-Echea. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son et montage, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez.
Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.